Bonsoir, bonsoir, bienvenue sur Radio Verse. Bonsoir Cécile, comment vas-tu? Bonsoir Chris, ça va très bien et toi? Ça va très bien. Je dois te remercier parce que l'invité d'aujourd'hui, c'est grâce à toi. C'est toi qui m'as orienté vers l'association Oser le féminisme. J'avais en tête, moi, le collectif de toutes qu'on a eu plusieurs fois sur notre web radio. Et beh, donc, j'ai contacté ce collectif et ils ont accepté le collectif a accepté de répondre à notre demande. Et nous sommes avec Gaëlle Dalbenas, qui est la porte-parole de l'association Oser le féminisme. Bonsoir Gaëlle Dalbenas, merci d'avoir accepté l'interview. Bonsoir et merci de votre proposition. Je voulais revenir avec vous, enfin nous voulions revenir avec vous sur l'affaire Patrick Gruel. J'avoue que moi j'ai un peu de mal à comprendre le décalage qui peut exister entre les différents moments de cette affaire. Mais avant de démarrer, je crois que Cécile avait une première question. Oui, merci, Chris. Alors en fait, j'aurais voulu avoir, votre regard, Galdalmenas, sur, votre lecture de l'affaire. Pour vous, que révèle, cette situation sur la manière dont la société accueille la parole des personnes qui dénoncent des violences? Je pense que ça caractérise le fait que la société est sourde aux plaintes des victimes de violences sexuelles, aux plaintes des femmes, et particulièrement contre des personnes qui bénéficient d'une aura publique. Est-ce que du coup cette surdité, est-ce que c'est ça qui explique le décalage entre les révélations et la réponse médiatique ou est-ce qu'il y a autre chose selon vous? Non, je pense que c'est aussi simple que cela. C'est ce que nous dénonçons depuis beaucoup d'années. C'est pour ça que nous proposons avec, une coalition d'associations féministes et une coalition de parlementaires, une loi depuis 2 ans, une loi intégrale sur les violences sexuelles et sexistes, qui a notamment vocation, un peu comme en Espagne ou comme au Québec, de former une institution judiciaire, aujourd'hui, que je qualifierais de patriarcale, sur des concepts, féministes qui permettent, de recueillir convenablement la parole des victimes et de leur faire bénéficier, convenablement dans un état de droit, des, moyens d'une enquête judiciaire jusqu'à une décision, de justice dans des délais raisonnables. Cécile? Oui, sur cette question, on sait que les collectifs et les associations féministes, ont porté depuis longtemps un changement de regard à la fois, médiatique et juridique en matière de lutte contre les violences, sexistes et sexuelles. Est-ce que vous pourriez, nous donner des éléments sur, ce que vous avez déjà pu collectivement apporter comme changement, notamment législatif et préciser davantage, les points qui nécessitent, encore, d'être modifiés dans la loi et éventuellement nous donnant peut-être aussi une petite comparaison, plus détaillée avec des pays qui, eux, sont plus avancés et plus progressistes en la matière? Bah, la si vous voulez, sur l'avancée législative, il y a il y a eu la loi sur l'avortement déjà grâce au procès de ma consoeur, Puis, je sais plus son nom, Gisèle Halimi. Gisèle Halimi, voilà. En fait, on voit que c'est par le biais de procès retentissants qu'on peut avoir qu'on peut envisager, l'avancée du droit en faveur des femmes, mais bon, ça veut dire que c'est très long et pour faire bouger, l'institution judiciaire et l'institution législative. Nous, on a, beaucoup porté, bien sûr, à Oser le féminisme parce que nous sommes une association abolitionniste. La loi de 2016 qui, met fin à la comment dire? La criminalisation des prostituées et criminalise plutôt les clients que les prostituées. Donc ça, c'est une de nos grandes victoires féministes, mais c'est par une mobilisation importante, pour essayer de faire renverser le prisme patriarcal, qui inonde notre société. Et récemment, on a eu, la loi, enfin comment dire? Les infractions sur, les violences sexuelles sur les mineurs et l'inversion de la charge de la preuve et notamment l'absence de présomption de consentement,
quand une victime ne pouvait pas, démontrer qu'elle n'avait pas consenti à un acte de violence sexuelle. Donc ce sont des avancées dont on peut se féliciter, mais nous sommes bien entendu toujours plus exigeantes parce qu'aujourd'hui, la situation est celle-ci et d'ailleurs on le voit bien dans l'affaire Layana, c'est que depuis plus de 10 ans, on a, initié un mouvement MeToo qui fait qu'aujourd'hui, les victimes de violences sexuelles ne se taisent plus ou disons qu'elles se taisent moins. Elles ont, plus de, elles ont plus de force, si vous voulez, pour aller déposer plainte et aujourd'hui, heu, c'est ce qui ressort des discours, des procureurs de la République, notamment, d'Auch et de Toulouse, c'est que les parquets seraient submergés, littéralement submergés par les plaintes qui ont été multipliées par, alors je n'ai pas les chiffres en tête, mais je pense par 10 par rapport aux années antérieures. Donc on voit bien que si vous voulez, le combat féministe amène l'institution judiciaire et l'institution, j'allais dire plus largement l'État, à, être devant, face à le dysfonctionnement de son institution. Parce qu'il n'est pas capable de traiter ces plaintes de violences sexuelles. C'est-à-dire qu'avant, eh bien, le système faisait tout pour que les victimes ne portent pas plainte, pour les dissuader. Et aujourd'hui qu'elles portent plainte, on nous explique que le système est encombré à cause des victimes. Et Mmh. on nous propose, notamment par le biais du projet de loi Darmanin, le projet de loi sûr, on nous propose eh bien, tout simplement de négocier avec les criminels et les violeurs sans que les victimes bénéficient d'un procès digne de ce nom. Donc voilà un peu l'état de la justice aujourd'hui. Nous, à Oser Féminisme, on a un travail de fond, on a un travail de plaidoyer, un Mmh. travail de lobbying, on a un travail auprès des institutions européennes, auprès du Parlement européen, auprès de la Commission européenne. On a organisé de nombreux colloques, on organise de nombreux colloques sur les différents sujets qui ont attrait plus largement aux violences sexuelles. Donc là, on sort complètement du cadre de Patrick Bruel, mais bon, tout est lié, notamment Mmh. sur les cyberviolences. On fait du travail de plaidoyer aussi auprès du Parlement français, et notamment, je vous parlais de la loi intégrale contre les violences sexuelles et sexistes, pour lesquelles les féministes ont encore, hier, se sont encore mobilisées parce qu'on n'arrive pas à obtenir à l'agenda parlementaire que ce projet de loi soit examiné par les parlementaires. Alors vous pouvez aller, j'invite tous vos auditrices à aller sur le site, lointégrale.fr. C'est très Oui. facile et vous verrez, nous avons sur ce site internet plus de, je crois, une centaine d'articles de loi qui, à tous les niveaux, proposent de réformer l'institution judiciaire et les procédures pénales pour accueillir convenablement la parole des victimes. Et on s'inspire pour cela notamment de l'Espagne, qui est vraiment pionnière en la matière et qui, elle, a créé tribunaux spécialisés. Mmh. Des tribunaux spécialisés avec des gens spécialisés. Parce que Oui, bah, ce dont on se effectivement, rend, ouais. ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est que si les gens ne sont pas formés au féminisme et si les gens ne sont pas formés aux violences sexuelles, eh bien, cela ne marche pas. Quand j'entendais récemment un reportage sur France Culture de policiers qui avaient décidé volontairement, parce que ce n'est pas obligatoire, de bénéficier d'une formation sur les violences sexuelles et qui sortaient de cette formation complètement transformés en nous expliquant qu'avant, ils étaient incapables de caractériser les violences contre les femmes. Mmh. Donc voilà, donc l'Espagne, elle a décidé de prendre ce tournant-là, elle est allée à fond et moi j'ai aussi particulièrement étudié le Québec qui aussi a mis en place, je crois depuis 2020-2022, des institutions spécialisées sur les violences sexuelles avec une formation obligatoire des magistrats, des policiers, des avocats, des accompagnateurs psychologiques pour que la parole des femmes soit entendue. Donc, si vous voulez, on a un problème structurel en France, c'est que
La parole des victimes n'est pas entendue dans un procès. Il n'y a aucune place pour les victimes. Encore plus s'agissant des femmes, qui sont, on le sait, maltraitées en France. Nous, ce qu'on dénonce, c'est un problème systémique. Donc, que l'affaire Bruel ait mis du temps et nécessité, si vous voulez, le combat acharné de féministes pour qu'enfin cette personne soit écoutée dans le cadre d'une garde à vue, eh bien, ça ne nous étonne pas, malheureusement. Nous ne Mmh. sommes pas étonnés, parce que ce n'est pas un problème ponctuel. Le problème, ce n'est pas Patrick Bruel. Le problème, c'est le système. Oui, Et, bien et sûr, c'est quand, effectivement dans ce cadre-là que Et qu'on quand on a souhaite. d'autant plus quand on a des vedettes qui bénéficient d'une aura médiatique, d'un certain public, eh bien, c'est encore plus effectivement difficile d'aller faire entendre sa parole parce qu'il y a une inégalité de traitement, tout simplement, dans l'espace médiatique et politique. Effectivement, c'est vrai que ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a un décalage entre, le cheminement qui a été fait par la société en matière, de non-acceptation des violences, sexuelles et sexistes qui montre aussi que finalement, le combat mené par les féministes, a pu, produire, une certaine résonance au sein de la société. Donc un décalage entre ça et la façon dont, l'institution judiciaire s'en est saisie. Vous le disiez, il y a effectivement, trop peu de magistrats spécialement formés et il me semble aussi que la France a, 4 fois moins de magistrats aptes à traiter les plaintes que, nos voisins européens. En tout cas, ce sont les chiffres, qui ressortent, régulièrement. Il y a- Mais je voulais il- revenir, ah, sur, ce que vous évoquiez en matière de plaidoyer aussi bien auprès, des parlementaires nationaux et des parlementaires européens. Est-ce que vous diriez que, vos préoccupations sont entendues de la même façon, dans l'enceinte européenne et dans l'enceinte nationale? Ou est-ce que vous ressentez, finalement une acculturation à ce sujet, plus forte à l'échelle européenne que, à l'échelle nationale? Est-ce que aussi vous pourriez nous dire peut-être, un peu plus sur la façon dont les différents groupes politiques se saisissent de ce sujet? Alors là, sur les différents groupes politiques, ça, je pourrais pas vous tracer un je pourrais pas vous tracer, je sais que dans la coalition, parlementaire pour pour une loi intégrale contre les violences sexuelles et sexistes faites aux femmes et aux enfants, on a, toutes les obédiences. Donc, sauf bien sûr le RN. Oui, bien sûr, ouais. On ne discute pas avec le RN, ça c'est une certitude. Le RN est anti-féministe, contrairement à ce qu'ils essaient de faire depuis quelques années parce qu'ils ont bien compris qu'il y avait un filon à exploiter. Ils essaient de nous faire croire que ce sont des féministes aguerris, mais ce n'est pas le cas. Nous ne parlons pas avec le RN. Mais pour le reste des partis politiques, eh bien, il y a un éventail très large en fonction des parlementaires qui s'engagent. S'agissant de l'Europe, moi, j'ai toujours tendance à dire que l'Europe a un cran d'avance par rapport aux pays qui sont membres de l'Europe. On a des textes, on a des directives qui sont prises en faveur des femmes, notamment en faveur de l'égalité salariale, et qui ne sont malheureusement pas appliquées en France. Donc pour cela, je pense qu'effectivement, le prisme européen est très important pour les féministes. C'est pour ça que nous travaillons notamment avec une association comme La Clé, qui est le lobby européen des femmes, et qui milite à ce niveau-là. Parce que tout simplement, dans la hiérarchie des normes, les normes européennes sont au-dessus des lois. Donc si on arrive à convaincre l'Assemblée européenne et la Commission européenne d'adopter des dispositifs en faveur des femmes, eh bien, effectivement, normalement, la France doit prévoir les textes pour les appliquer, ou en tout cas, elle mettrait en cause sa responsabilité. Par Oui, contre, notamment en matière, de droit du travail. notamment en matière du droit du travail, du droit économique, etc. D'ailleurs, on mettra, dans le lien de description de notre émission, tous les liens voilà, qui peuvent intéresser nos auditorices, y compris cette association La Clé, La qu'on clé, pourra. oui, allez-y, vous mettez le lien sur la loi intégrale, vous mettez le lien sur Oser le féminisme aussi. J'appelle tous vos auditoristes à
adhérer à Oser le féminisme pour qu'on puisse, bien entendu, continuer à être une association indépendante, et ne pas dépendre, que de subventions publiques. C'est important d'avoir des fonds privés pour On maintenir le mettra projet. tout. Pardon, je vous ai coupé. On mettra tous les liens, lointegral.fr, l'assaut de la clé et bien entendu, le site internet de votre collectif Oser le féminisme. Association, nous sommes une association Association, de toutes, pardon. voilà. C'est vraiment très spécial. Voilà, nous sommes une association, donc avec des adhérents, des membres, et cetera, voilà. Parfait, on mettra les liens. Vous avez parlé tout à l'heure, de la parole qui n'était pas entendue, lors des procès pour les victimes. J'aimerais renvoyer aux travaux du collectif, là, pour le coup, Nous Toutes, qui a fait un travail sur, le dépôt de plainte, des victimes et qui n'était, quasiment jamais, traité avec mépris à tout le moins. Et ça continue, tout Et à ça fait. continue effectivement, oui, malgré Mmh. malgré les alertes. Ce que vous avez dit aussi tout à l'heure, ça m'a fait penser, est-ce que vous avez lu le livre de Elsa Decmarceau, Violence en spectacle? Non, pas du tout, mais je me le note. Je me le note, Alors, je ne co c'est aux éditions, La Fabrique. Alors je pense à elle parce qu'elle a été, on a fait une interview avec Elsa Decmarceau qui a été diffusée le vendredi 12 juin, à 19h. Vous pouvez, réécouter en replay, sur la nuit du dimanche.fr et justement elle racontait ça sur la prise de parole et la justice extrêmement patriarcale, dont les victimes ne sortent pas, bah, j'allais dire vainqueurs, quoi. Quoi qu'il arrive, c'est assez choquant, en fait, qu'on est d'extérieur et oui, tout à fait. et qu'on découvre tout Alors, ça. j'ai pas lu cela, mais j'ai lu un bouquin que je vous conseille, du coup, en retour. On se donne des conseils. J'ai lu le livre qui s'appelle de Magali Fourcade, qui est une ancienne magistrate, et je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'elle est au commissariat de l'égalité, qui a créé un bouquin cette année qui s'appelle Démasculiniser la justice. Et elle, qui était dans les arcanes de la justice, parce qu'elle était elle-même magistrate, elle prend tous les biais de la justice pour les démonter, effectivement, démontrer que eh bien, rien n'est fait, ni au niveau des magistrates, ni au niveau des personnes qui sont jugées, pour qu'on entende la parole des femmes, et, puis, et des enfants d'ailleurs. Parce que c'est un combat, le combat féministe, c'est un combat pour les femmes, pour les filles et pour les enfants. Parce que la domination que l'on subit, c'est la même. Voilà, donc c'est le même combat. Et effectivement, on voit que la parole des enfants, malheureusement avec l'actualité douloureuse, on le voit encore plus, la parole des enfants, la parole des filles, la parole des femmes n'est pas entendue. Effectivement, donc dans ce livre, c'est démontré. Alors, je vais, je vais vous faire une confidence, je suis moi-même avocate. Donc, je le vois, je le subis et je le comprends. Alors sur votre métier, on y reviendra peut-être, en toute fin, d'entretien. Merci pour, le conseil lecture. On enverra une invitation du coup à Magali Fourcade. J'espère Elle qu'elle est, viendra nous parler, elle est de très bien. son livre. J'avais une question sur, sur le traitement, médiatique. Peut-être qu'on a tous vu ou en tout cas entendu parler, du passage de l'avocat de Patrick Bruel sur le plateau de C'est à vous sur France 5, qui a dit, de texto, hein, c'est quasiment une citation, que Patrick Bruel, lui aussi, à 30 ans, il en paraissait 15. Oui. Je trouve ça, je ne comprends pas l'intérêt de cette réplique. Est-ce qu'il y a un intérêt juridique à dire ça? Ou est-ce que c'est un peu des graines qu'on envoie à ses fans? Non, moi je pense que les compétences des avocats varient comme toute autre profession. Donc, bon, si Patrick Bruel a décidé de prendre cet avocat, c'est qu'il lui trouve beaucoup de points positifs. Moi, personnellement, je n'aurais pas du tout pris cet enjeu d'attaque. Moi, je, je, je pense que si j'avais été l'avocate de Patrick Bruel, je lui aurais conseillé de se retirer très vite de ces concerts, de faire amende honorable, le temps qu'au moins la justice puisse se prononcer. Ça aurait été une main tendue vis-à-vis des victimes, enfin en tout cas des femmes qui ont rendu public leurs paroles, ce qui a nécessité un grand courage. Ça aurait été aussi comment dire, un signal positif vis-à-vis de la justice pour dire on va laisser la justice faire son boulot
et moi je vais me retirer tranquillement. Ça aurait été un signal également pour ses fans pour montrer qu'il avait une attitude digne et respectueuse. Effectivement, des arguments qui ont été, comme que vous évoquez, qui ont été mis en avant par l'avocat de Patrick Bruel, Oui. c'est douteux. Oui, et c'est ce que je me suis dit. En fait, je me suis vraiment posé la question s'il y avait un vrai intérêt juridique ou s'il était Alors, parti dans un délire, quoi. par Parce que contre, je trouve ça tellement fou. alors c'est très intéressant ce que vous dites quand même, parce que malheureusement, ce genre d'arguments remplissent les prétoires. Voilà. On a eu le débat avec Gérard Depardieu, hein, parce que son avocat, justement, avait complètement dénigré les victimes pendant le procès, sous prétexte qu'il avait une immunité judiciaire, sous prétexte qu'un avocat a une immunité judiciaire. Seulement, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé récemment, il y a un arrêt qui est sorti, que ces propos vis-à-vis d'une victime, donc aussi ineptes que ceux qu'a sorti l'avocat Patrick Bruel sur l'apparence, sur l'apparence d'un âge, caractérisent ce qu'on appelle une victimisation secondaire. C'est-à-dire que les victimes en prennent 2 fois plus, c'est-à-dire elles ont déjà un traumatisme, mais on leur renvoie à nouveau un traumatisme avec des propos de la sorte. Et malheureusement, les prétoires sont remplis de ce genre, on l'a bien vu aussi lors du procès Pédico, sont remplis de ce genre de diatribes complètement ineptes qui, à mon avis, démontrent qu'il n'y a pas d'argument en face. Et qui démontre aussi la prégnance de ce que les féministes appellent la culture du viol, qui Oui, effectivement permet à, à la défense ou à certains magistrats d'être sensibles à des arguments qui finalement ne tiennent pas forcément à la route, mais en raison de certaines idées préconçues qui... Enfin, je ne sais pas si vous pouvez nous en dire un peu plus justement sur alors la notion de nous, chez culture nous, du viol. à Oser Féminisme, on n'adhère pas à cette. Bon, c'est de la formule, mais à cette formule de la culture du viol, parce que pour nous, il n'y a pas de culture du viol. Voilà. Mm. Pour nous, il n'y a pas de culture du viol. Nous sommes contre l'idée de banaliser cela. Voilà. Euh, là où je vous rejoins, par contre, c'est qu'effectivement, comment dire, en sortant avec des arguments aussi sexistes que ceux-là, et que dans la mesure où ces arguments sont acceptés en échange par des juges qui jugent des dossiers, ça démontre en soi le problème systémique de l'institution judiciaire. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'on a des arguments sexistes qui sont complètement ineptes, qui en plus, si vous voulez, sont sous le coup de la loi, parce que l'outrage sexiste, c'est un délit. Hein. Eh bien, ça montre bien qu'avec des arguments sexistes, eh bien, on a une justice sexiste parce qu'elle retient ces mêmes arguments. Donc, ça montre bien l'ineptie du système. Mmh. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de mépris généralisé pour les victimes, où on se dit: «Bon, ben, voilà, quoi», et où il faut attendre un choc pour que cela bouge. Et je fais référence à un autre livre là, pour le coup, dont j'ai oublié l'éditeur, je suis désolé. Il est écrit par, Chloé Thibault, qu'on aura bientôt, normalement en interview, sur Radioverse, et qui s'appelle, «Désirer la violence». C'est-à-dire où elle explique, qu'on nous a appris, nous, spectateurs d'œuvres cinématographiques, à aimer les hommes violents, et à traiter toutes les agressions physiques ou sexuelles, comme si c'était un peu une plaisanterie, une fiction. C'est un livre très, j'allais dire dérangeant, mais très pertinent en tout cas, et ça m'a fait penser à ça, ce que vous venez de dire. Alors, je ne l'ai pas lu. Ce que je peux vous dire, nous, c'est qu'à Oser le féminisme, on combat ce qu'on appelle les pornocrates. On a un combat de longue date contre la pornographie. Et je pense que ça rejoint ce que vous dites. C'est-à-dire qu'effectivement, par la pornographie, on essaie d'érotiser la violence à l'encontre des femmes. Or, nous démontrons, et il y a 2 procès qui sont en cours contre, c'est l'affaire Franz Bukake que nous portons et l'affaire Jacques et Michel. Nous démontrons que ces sites pornographiques
se base sur l'exploitation sexuelle des femmes. Donc effectivement, on fait croire à la société que, la violence, c'est chic, la violence, c'est érotique, que la violence, elle est consentie par les femmes, et alors que ce n'est pas vrai. C'est totalement, faux, mais cette industrie, de la pornographie, qui permet à des hommes de gagner des milliards d'euros, que dis-je, enfin, au détriment, de femmes qui sont exploitées, eh bien, cette industrie de la pornographie, qui inonde nos réseaux, hein, et à la fois l'industrie pornographique et pédocriminelle, eh bien, permet de penser que cette violence, est acceptée. Donc effectivement, nous, à Oser le féminisme, on combat toutes ces sources-là qui, impliquent une société sexiste. Tant qu'on n'aura pas interdit purement et simplement la pornographie, eh bien, je suis d'accord avec vous, on continuera de penser que, la violence à l'encontre des femmes, c'est érotique, c'est supportable, c'est normal. Donc il y a plusieurs combats à mener, mais nous les menons. Nous avons beaucoup d'énergie, beaucoup de force et on ne lâche rien. Alors, je vais faire mon petit dévoreur de livres encore, je suis désolé, mais ce que vous venez de dire sur la pornographie et sur le fait que c'est un peu une lutte intersectionnelle, le féminisme sur toutes les autres luttes, les enfants, etc., ça me fait penser aussi que le porno gay est lui aussi adepte de la représentation de la violence. J'allais dire à fond les ballons, vous m'excuserez l'expression, et je fais le lien avec le livre de Mathias Quéré, Quand nos désirs font désordre. J'ai oublié la maison d'édition, je suis désolé, mais je le mettrai, on le mettra sur la description de l'épisode, et qui rappelle combien les luttes LGBT doivent au féminisme et aux militantes et aux militants de féminisme. C'est aussi quelque chose Tout à qu'il ne faut fait. pas oublier, effectivement. Tout à fait, je suis d'accord avec vous et nous d'ailleurs dans nos statuts, nous luttons contre la lesbophobie et la biphobie. Tout à fait. Je recommande la lecture de ce livre pour se rendre compte à quel point les luttes féministes ont façonné les luttes et ont aidé l'émancipation des LGBTQIA+. Je ferme la parenthèse, Cécile, je te redonne la parole. Je souhaitais également pouvoir revenir un petit peu sur la couverture médiatique, donc pour recentrer un petit peu le sujet sur l'affaire Patrick Bruel, dont on a bien compris qu'elle est l'arbre qui cache la forêt, mais pour nous dire quel regard vous portez sur la couverture médiatique de cette affaire. La couverture médiatique de cette affaire, moi j'ai peu de j'ai pas pour habitude de juger un peu, ce que font les médias. Ça dépend des médias, c'est sûr que je vais pas écouter CNews, pour savoir ce qui se passe, à CNews. Pour le reste, j'ai ce que je vois, c'est quand même que c'est que l'affaire Bruel, grâce aux féministes, ressort et ressort depuis un moment. On pensait qu'elle était enterrée et avec les diverses interventions, nous, on a Osé le féminisme à Caen qui a fait diverses interventions contre Patrick Bruel. Il y a aussi effectivement d'autres féministes qui sont intervenus à Paris. Je vois que ça ressort dans les médias. Donc, le traitement médiatique, moi, j'ai rien à dire. Ce que j'ai à dire, c'est que Patrick Bruel ce que j'ai déjà dit d'ailleurs en interview, c'est que Patrick Bruel a, lui, la chance, dans la mesure où c'est un chanteur public, d'avoir une tribune. De par sa notoriété, il a une tribune. Et donc, s'il continue ses concerts, parce qu'il ne les a pas tous annulés, si je suis à jour, parce que ça change j'ai l'impression que ça change un peu tous les jours, s'il maintient ses concerts, ça veut dire que finalement, il donne un message à ses fans et à la population française de ce que pour lui, il peut continuer tranquillement à dire qu'il est innocent, alors que derrière, on a des victimes qui souffrent, qui ne sont pas entendues et dont les plaintes ont notamment été classées sans suite. Donc moi, c'est plutôt ça.
si vous voulez, que je dénonce. C'est-à-dire, comment on peut accepter cette inégalité de traitement dans ce cas spécifique entre des victimes qui ont une parole et une célébrité, mais qui peut continuer à se produire, étant précisé quand même que pour moi, il constitue un risque. Mmh. Oui, c'est vrai que ça la question que j'avais en tête aussi, c'était de se demander si la notoriété d'une personne influence la réception médiatique des témoignages, d'une part, et d'autre part, de savoir si, les médias traitent différemment des dossiers impliquant, des personnes, moins connues. Alors, je pense que vous avez raison d'insister sur ce point parce qu'effectivement, de mémoire, en 2019, quand il y avait une première plainte d'une masseuse qui avait été, classée sans suite, je crois qu'en parallèle, Patrick Bruel avait bénéficié, alors je ne sais plus dans quel journal, je crois que c'est un hebdomadaire, je sais plus, c'était VSD ou ça existe, bon, je sais plus. Un hebdomadaire un peu people je crois d'un reportage de 10 pages, pour dire tout le bien qu'on pensait de Patrick Bruel. Donc il est sûr que là, dans ce cas-là, il y a eu un traitement médiatique qui était un peu différencié. À savoir, est-ce que les journalistes traitent différemment? C'est fort probable. C'est fort probable. Moi, après, je lis des journaux qui sont censés avoir une information objective. Et par exemple, sans le citer, je vais citer Le Monde, tous les articles que j'ai lus jusqu'à aujourd'hui dans Le Monde rapportent quand même l'incohérence des propos de Patrick Goël, quoi. Mmh. Avec une analyse poussée, notamment j'ai relevé qu'il y avait un journaliste qui parlait de présomption, qui mettait en balance la présomption d'innocence de Monsieur Bruel avec la présomption de sincérité des victimes qui aujourd'hui osent faire entendre leurs paroles. Oui, ça, c'est un vrai sujet parce qu'effectivement, pour préserver la présomption, d'innocence, qui est permise auprès de tous les mis en cause, on évoque souvent le risque d'un tribunal, médiatique, mais en face, on peut aussi opposer, un discrédit, assez systématique de la parole des femmes, puisqu'on l'a vu, des années se sont, écoulées avant que finalement, l'institution, judiciaire, se penche, sur le cas de Patrick Bruel. Donc ça, effectivement, c'est vrai que Tout à c'est un fait. Et sujet alors, majeur. tout à fait. Alors, sur le tribunal médiatique, ce que je rétorque, c'est que la présomption d'innocence, c'est un principe judiciaire. C'est un principe judiciaire. Donc, c'est un principe qu'on applique à l'intérieur d'une institution judiciaire. C'est-à-dire que pendant tout le cours du procès, pendant l'enquête, l'instruction et le cours du procès, jusqu'à la décision finale, eh bien, le prévenu est considéré comme innocent jusqu'à ce qu'on le juge. Mais dans la vie publique de tous les jours, c'est pas. Alors, c'est un principe bien sûr qui s'applique aux journalistes parce que moi, je n'ai pas le droit de dire Patrick Bruel est coupable. Ça, je n'ai pas le droit de le dire. Mais par contre, ça s'applique pas aux victimes en dehors de l'enceinte judiciaire. Voilà, donc il faut aussi un peu recadrer les choses. Plusieurs associations de lutte contre les violences, sexuelles et sexistes ont appelé à manifester, devant les tribunaux hier, lundi 8 juin, à la suite, des dysfonctionnements dans l'affaire Liana, qui révèlent des problèmes, systémiques plus larges dans le traitement des affaires pédocriminelles. Vous y étiez et est-ce que vous pouvez nous en dire plus, sur la coalition féministe pour une loi cadre intégrale contre les violences sexuelles qui s'est exprimée à Paris à cette occasion? Bien, effectivement, nous y étions à côté de la Fondation des femmes. Donc, il y avait notre porte-parole, Céline Pic, qui a pris la parole et qui a notamment dénoncé ce que je vous disais tout à l'heure, l'industrie de la pornographie qui permet de continuer de perpétrer ces violences à l'encontre des femmes, des filles et des enfants. Et effectivement, il y avait aussi donc le collectif pour une loi intégrale contre les violences sexuelles et sexistes à l'égard des femmes et des enfants, qui depuis 2 ans essaie d'inscrire à l'agenda parlementaire cette loi intégrale qui a, je pense, à peu près une centaine d'articles sur lesquels on a travaillé avec des spécialistes pour proposer un kit, en fait, un kit pour améliorer l'institution judiciaire et améliorer le traitement des violences sexuelles à l'égard des femmes, mais qui ou est repoussé
au gré des changements de gouvernement ou n'a jamais été inscrit à l'agenda parlementaire malgré les promesses, ou alors nous avions je crois que c'est Maud Bergeron qui avait proposé, la secrétaire d'État à l'égalité des femmes, qui avait proposé elle-même son propre projet de loi. On a considéré qu'il y avait une fenêtre d'action suite cet incident qui est tragique, bien sûr, pour cette petite fille et dont nous sommes très, très, très touchés, qui a qui a qui a, qui a considéré que voilà, que cet instant médiatique pouvait, nous permettre de continuer à, à demander l'inscription à l'agenda parlementaire de cette loi qui permettrait de résoudre, et non pas dans l'urgence, mais de façon profonde, le 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 problème systémique, s'agissant des violences sexuelles ou du traitement des violences sexuelles par la justice. Ouais, le chantier, est grand. Le chantier est compliqué et j'ai l'impression que, ça avance à petits pas de toutes les interviews sur ce sujet-là que nous faisons sur Radioverse, mais la lutte, doit Alors continuer. Si. le chantier n'est pas compliqué parce qu'on a fait le boulot. Donc en fait, le chantier n'est pas compliqué. Ce qui est compliqué, c'est l'opposition systématique. C'est quand on est dans un système de domination, c'est d'aller trouver le bon biais pour, que notre parole soit entendue. Mais rien n'est compliqué. Pour nous, ce n'est pas compliqué parce que si vous voulez, on a fait des propositions, on a tout sur la table. Tout tout peut avancer, mais c'est politique. Voilà, donc mais nous continuons, voyons, effectivement, nous sommes mobilisés hier pour encore faire entendre, notre voix et je pense que ça a été un succès d'ailleurs. Oui, oui, ça, il y a pas de doute. Je regrette d'avoir dit compliqué, je m'excuse, je retire ce mot. Non, non, ça me permet d'enchaîner. Oui, beh, justement, j'enchaîne. Comment on peut faire concrètement pour, aider à oser le féminisme? Donc on mettra le lien du site sur la description de l'épisode et sur la nuit du dimanche.fr. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors concrètement, vous pouvez faire 2 choses, ou vous souhaitez, adhérer simplement, enfin il y a 3 choses. Soit vous pouvez adhérer, donc effectivement il y a des tarifs, progressifs en fonction de votre situation. Donc c'est une adhésion, annuelle et quand vous avez l'adhésion annuelle comme toute association, eh bien vous recevez des newsletters, vous recevez, des propositions de travail, et des projets, que Oser le féminisme met en place sur les différentes priorités dans les luttes féministes. Ensuite, vous pouvez militer auprès de nous. Donc, nous avons, et ça c'est très spécifique à notre association, nous avons une dizaine d'antennes locales qui sont réparties dans tout le territoire français. Par exemple, moi je suis à Montpellier, donc on a une antenne avec une association eh bien, qui participe à la vie locale et qui se fait entendre. Alors, il y a les participations culturelles, notamment on porte le matrimoine. À Montpellier, on porte une exposition qui est sur le matrimoine montpelliérain et on intervient à différents événements culturels et politiques. Et vous pouvez, bien entendu, si vous êtes très très riche, et vous pouvez nous faire des dons. Vous pouvez nous faire des dons parce que nous sommes en train de nous faire reconnaître comme association d'utilité publique. Et donc, cela vous permettra de bénéficier d'exonérations fiscales. Parfait. Bah, tout ça est noté, oserleféminisme.fr, oser avec un Z à la fin. Comme osait Je Joséphine. exactement. Voilà, parfait. Oserleféminisme.fr, n'hésitez pas à aller voir le site et à aider, la lutte. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous, merci d'avoir accepté l'interview. Merci Cécile de m'avoir, épaulé. J'en avais besoin et on se retrouve tous, très bientôt sur les ondes de Radioverse. Au revoir tout le monde.